Ça enregistre. Ça sert à quoi? Ah, ça bonifie la voix. C'est trop marrant. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Bonjour tout le monde, comme chaque semaine c'est Flo au micro et aujourd'hui je vous retrouve avec une partie de l'équipe. Salut Claire, salut Clara. Coucou. Hello. Aujourd'hui on se retrouve autour de nos micros pour parler d'un de nos clients, il s'agit de Monoprix. Et on va parler avec vous des coulisses du lancement de cette grande enseigne française en Belgique. Mais avant ça on va faire un petit rappel quand même de qui vous êtes. Claire, on va commencer par toi. D'accord. Je suis Claire, la directrice de l'agence et directrice artistique et stratège sur les projets clients. Et Clara. Du coup, je suis Clara et je suis la project manager de l'équipe. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils sont expliqués en description de l'épisode. Alors, c'est parti. Pour mettre un peu de contexte, le 18 octobre 2023, on est contacté par Arnaud et Charlotte pour les accompagner dans le lancement de l'ouverture de la première enseigne Monoprix en Belgique à Waterloo. À ce moment-là, en un mot, qu'est-ce que vous vous dites ? What the fuck? J'avoue, moi, Non, déjà, Monoprix arrive en Belgique. Oui, Déjà oui. ça. Première réaction, mais surtout choquée qu'un aussi gros client nous contacte. Parce qu'à cette époque-là, on travaillait déjà avec la Galerie Toison d'Or. Et la ville de Bruxelles. Mais je sais pas, moi, ça m'a un peu étonnée qu'une enseigne... là, c'est évidemment une franchise, Monoprix, donc ça a été racheté... la franchise a été achetée par des Belges. Mais à l'époque, quand il y a Charlotte qui nous contacte, hyper étonnée qu'on soit contacté par ce type de marque. C'est le premier truc que je me dis. Et challenge pour pouvoir réussir à négocier avec eux et signer le contrat. C'est vrai que pour toi, c'est un gros challenge aussi de négociation, comme tu dis. J'ai mis une petite story Instagram pour voir un peu ce que les gens ont envie de savoir sur les coulisses de notre lancement avec Monoprix. La première question qui est sortie, évidemment, c'est est-ce que c'était un appel d'offres ou une candidature spontanée ? Mais aucun des deux. En fait, c'est eux qui sont venus à nous. C'est ça, oui. Comme tous nos clients. Oui, comme tous nos clients, parce qu'au final, ça, c'est un truc sur lequel on a toujours fonctionné comme ça. On n'a jamais démarché. Ça a toujours été la communication qu'on a fait autour de nos projets, la communication sur nos réseaux, etc., qui fait que les clients nous contactent. Et Monoprix, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'avoue que je ne sais plus si c'était par du bouche à oreille ou si ils nous connaissaient via nos réseaux. Mais en tout cas, c'est eux qui nous ont contactés, qui ont commencé, qui sont rentrés en contact avec nous. Et puis après, ont commencé les négociations et les discussions, savoir si on répondait bien aussi à leurs critères. Et les critères qu'ils avaient, c'était surtout aussi une agence familiale qui ressemblait à leur entreprise. Ça, c'était vraiment un des critères importants. Et ils en parlent encore maintenant quand on les voit. C'est ça qu'ils aiment bien et qui veulent retrouver en travaillant avec nous. Et j'ai l'impression aussi que tout de suite, on a des idées un peu folles quand on commence le projet, à la hauteur de l'enseigne finalement. Mais il ne faut pas croire que derrière une campagne qui fonctionne, il n'y a pas quelques galères. Et donc c'est un peu aussi l'idée de cet épisode, c'est de revenir sur les temps forts de la campagne de lancement et de raconter un peu ce qui se cache réellement derrière ce type de campagne. Premier sujet que j'ai envie d'aborder, moi je me souviens vraiment, c'est un moment qui m'a marquée. C'est quand on a découvert le magasin, mais qui était encore en plein travaux. Je me souviens qu'on avait été toutes les trois parce qu'on avait rendez-vous avec Arnaud et Charlotte. Et j'ai adoré ce moment. Je trouve que ça a vraiment concrétisé le projet, que là on s'est dit, ok, c'est réel, il y a vraiment un Monoprix qui arrive en Belgique. C'est vraiment nous qui allons les accompagner sur cette com et qui nous est intégré aussitôt dans le process finalement de l'enseigne. Je trouvais que c'était vraiment trop stimulant. C'est vrai que ça a été hyper intéressant aussi pour notre travail à nous, mais quand on a été, il y avait encore les grands... il y avait les stickers encore sur les vitrines qui nous empêchaient de voir à l'intérieur. Et c'est vrai que c'était complètement en travaux. Mais je ne sais plus à quel moment de la collaboration on a été là. J'allais dire, au niveau de la chronologie, je ne me rappelle pas trop, mais j'ai l'impression qu'on était déjà proche du lancement, qu'on avait déjà pas mal bossé dessus. Mais oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'était plus tard. Et qu'en fait, justement, c'était un peu les derniers moments où ils s'activaient de ouf pour mettre tous les produits en rayon pour l'ouverture. Oui, pour l'ouverture et l'inauguration. 7 mars qu'on a été visité pour la première fois. Date d'ouverture, c'était avril. 28 mars. Ah, mais c'était je me souviens juste que avant. J'étais partie moi en week-end pour le premier week-end d'avril et c'était la semaine juste avant.
Mais moi, je me souviens qu'ils voulaient ouvrir début avril, mais que nous, dans notre strate, on trouvait que c'était quand même mieux d'ouvrir fin mars. La boîte qui s'occupait de l'événement était d'accord avec nous, et du coup, ils avaient avancé de quelques jours l'inauguration parce qu'on leur avait conseillé, quoi. Donc, on a été 20 jours avant le lancement dans le magasin. Je pense qu'on y allait aussi pour se projeter par rapport à cette soirée d'inauguration. Parce que nous, on ne s'occupait pas de l'organisation de l'event, mais on avait toute la partie influence qu'on gérait. Et j'ai l'impression qu'on voulait un petit peu voir aussi comment ça allait se passer et surtout qu'on puisse se projeter dans le projet, quoi. Et heureusement qu'on n'a pas fait l'événement, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Avec l'anecdote... Mais Qu'est-ce que tu as sorti ? Ah, notre idée créa de base, tu veux dire ? Oui. En effet, on peut en parler parce que c'est vrai qu'on a cette image d'équipe super créative et on l'est, mais parfois on a des idées Pas réalisable. pas ouf. On l'est trop parfois. On a vraiment travaillé main dans la main avec l'agence d'événementiel. En fait, c'était hyper chouette parce qu'on a fait des calls, etc. avec eux pour que ce qu'ils allaient proposer, ce qu'ils allaient mettre en place au niveau de l'inauguration, ça puisse faire aussi sens par rapport à notre com à nous, par rapport à ce qu'on allait faire avec les influenceurs. Et c'est comme ça qu'on avait notamment aussi fait toutes les invitations avec les box avec les produits signés Monoprix. Et à l'intérieur, je pense qu'on avait mis l'invitation avec un bon d'achat, etc. Oui. pour les influenceurs. Là, je trouvais ça hyper chouette et ils étaient vraiment hyper ouverts sur la manière dont nous, on concevait en fait l'ouverture, etc. Mais quand je réfléchis parfois aux idées qu'on leur avait proposées... C'est vrai que, bon, on va le balancer, hein, mais on avait cette idée de bouche à oreille. C'était un peu notre fil rouge de toute la campagne. Juste, on rigole, mais c'était pas si mal. C'est juste que c'était un peu kitsch. C'était hyper kitsch. Franchement, on s'est emballé dans ce truc, mais on a vraiment foncé droit dedans, quoi. Oui, on était enthousiastes. Après, on l'a pas réalisé, ça aurait peut-être été chouette. Oui, peut-être. Oui, mais quand je réfléchis à l'événement, voilà, on tease de ouf, on dit pas du tout de quoi ce qu'on avait proposé. Oui. Mais quand je réfléchis à l'événement comme il était, C'était parfait. oui, c'est ça. Voilà. J'aurais jamais imaginé ce qu'on avait proposé à cet événement. Ça aurait été trop bizarre. Moi non plus. Mais c'est là que tu te dis, chacun son métier, Chacun chacun son son métier, oui. expertise finalement. Parce qu'ils nous ont écoutés, ils nous ont laissé raconter nos histoires. Et puis ils ont dit, finalement, on va Ils pas ont- le faire comme ça. Ils ont quand même intégré certaines... Enfin, tu voyais qu'ils voulaient vraiment qu'on trouve un équilibre entre nos deux propositions. Parce que je sais qu'ils ont intégré certains points dont on avait discuté, etc. Mais je te laisse peut-être résumer nos idées farfelues. Mais donc le fil rouge, c'était le bouche à oreille et faire connaître, faire savoir que l'enseigne française arrive en Belgique via le bouche à oreille. Sauf qu'on a voulu matérialiser ce bouche à oreille et on est parti dans une idée créative avec des bouches. Je sais même plus exactement. Je sais qu'on voulait faire tout Il y avait un un mur mur. de bouches. Un mur de Attends bouche. les gars, on voulait Et imaginer... quand les gens mettaient leur oreille devant la bouche, ça leur disait en secret qu'ils devaient aller répéter au serveur, un truc comme ça. On voulait faire un jeu dans le magasin où les gens devaient trouver des cadeaux qui étaient cachés dans les rayons. Oui. Et franchement, On a pété un câble. On était parti très loin. on était partis très... Mais on était convaincus de cette idée. Hein. Non, mais je pense que ça matérialise bien aussi le fait que c'est hyper important de confronter ces idées et que c'est pas, il faut pas être créatif pour être créatif, qu'il y a la réalité du terrain derrière et aussi que du coup, il y a la réalisation derrière parce que tout le monde nous dit toujours, vous êtes super créatif. On doit souvent, même la majorité du temps, couper en 10 les idées qu'on a. Ça, c'est vrai. Mais je trouve qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça, d'aller hyper loin, de partir dans tous les sens. Et puis après, il y a une personne de l'équipe qui va dire bon, allez, on va se recentrer, c'est quoi les objectifs Mais parfois, j'ai l'impression que le fait de projeter des idées ultra créatives nous permet en fait après comme tu disais, de recouper là-dedans et revenir à quelque chose de créa, mais de beaucoup plus simple Et de réaliste. et de réaliste. Je pense que justement, c'est d'ouvrir son esprit très très loin. Ouais. Et puis après, c'est un peu comme un entonnoir. Ça, c'est très large. Puis après, on recoupe et on arrive à quelque chose. Et je pense que ça apprend aussi au fait de pas rester braqué sur une idée et de pas être frustré aussi si l'idée elle aboutit pas, parce que comme tu le dis, au final l'événement, une fois qu'on y était, il était parfait comme il était. Et on n'est pas resté braqué sur cette idée de nous on voulait quand même notre mur de bouche, ça aurait été mieux. Non, on a accepté le fait que notre idée elle était cool, mais elle matchait peut-être pas forcément avec la vision du client, la vision de l'autre agence, parce qu'il faut aussi travailler avec tous les prestataires. C'est ça. Et avouer que l'événement était parfait comme il était. Ouais. Et voilà.
Pour la deuxième petite anecdote, et ça c'est quand même, je pense, le plus gros point de cette campagne, c'est le lâcher de bâche. Oh, j'avais adoré, c'était trop bien. Moi aussi, C'était adoré. quelque chose. Hein. Je me rappellerai toujours, je sais pas si vous étiez au bureau, je pense pas. Quand on l'a reçu, Moi, on j'étais l'a en lâché vacances. dans l'escalier du bureau. J'étais pas là non plus. Non, je pense que vous étiez pas là. C'était trop bien quand on l'a vu, on était là. Waouh, c'est si impressionnant, ça prend tout l'escalier, ça prend toute la cage d'escalier, ça va être génial. Moi j'étais en vacances et j'avais reçu la photo et je me souviens que je m'étais dit oh là là c'est incroyable, c'est exactement ce que j'imaginais. Peut-être qu'on peut expliquer du coup ça que c'était. Donc il y a une tendance et il y a même un compte Instagram qui est carrément dédié à ce genre de contenu. C'est de faire passer des messages dans la rue en lâchant soit une énorme bâche ou parfois c'est simplement en accrochant une affiche ou en collant un sticker, ça dépend. Mais c'est vrai que la bâche ça a souvent un gros impact, autant visuellement qu'avec le message. Et donc c'est vrai qu'on s'était un peu lancé, pareil cette idée-là elle est un peu folle au final, on n'avait jamais fait un aussi gros truc je pense pour un client, un peu de street marketing on va dire. Et en fait dès qu'on a eu l'idée, j'ai l'impression qu'on était toutes d'accord sur le fait que oui cette enseigne méritait une action comme celle-là et on s'est lancé, les graphistes avaient jamais fait de bâche de cette taille et donc du coup sur la bâche il était écrit stop Monoprix arrive en Belgique et l'idée c'était autant de créer du contenu avec cette bâche que de la lâcher dans des endroits stratégiques de Bruxelles pour réellement faire passer le message et le but c'était aussi que les gens lèvent la tête et lisent le message dans les rues. Le but avec la bâche, c'était aussi d'être en accord avec l'idée de notre campagne qui était le bouche à oreille. Oui, et qui a quand même été, avec ce qu'on a dit avant, on dirait que ça n'a pas été exploité, mais ça a été Ça- exploité ouais, d'une c'était- autre manière. c'était l'idée créate de la campagne qui avait été validée par le client, etc. Donc, une bonne manière pour nous de traduire ça. Et surtout, l'intérêt avec le lâcher de bâche, c'était que nous, on allait créer du contenu autour de cette action, donc elle est diffusée sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'était aussi que les gens, comme tu disais, voient vraiment le message dans la rue et que eux-mêmes créent du contenu autour de Monoprix. Après, on a un peu plus galéré que ce qui avait été prévu. Voilà. Parce qu'évidemment, le jour de tournage, il y avait un vent de malade. Sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle, évidemment. Et moi, je me souviens du lâcher de bâche à l'avenue Louise, Oui. Chez Martin. chez Martin, ouais. Faut quand même dire que presque toute l'équipe était mobilisée pour se Oui. lâcher de bâche. On était Parce que, nombreuses. en fait, on avait un peu une stratégie qui avait été mise en place. Il y avait les personnes qui lâchaient la bâche. Après, il y avait Tess qui filmait. Je Oui. pense que toi, Moi, je filmais tu au filmais- caméscope. Ouais, au caméscope. Et après, on avait mobilisé les autres filles de l'équipe pour être les faux passants. Pour motiver Les les gens à figurants. lever Ouais, la les tête. figurants, exactement les figurants. Enfin, faire semblant de filmer pour que les gens, en fait, soient incités à regarder dans la direction de la bâche. Un peu effet de groupe, vous voyez 3 gens qui se retournent, du coup vous vous retournez aussi. Quoi. Ouais. Mais donc du coup le premier lâcher de bâche c'était à l'avenue Louise chez Martin et on n'a pas commencé par le plus facile parce qu'on était assez haut et il y avait un vent. En fait on lâchait la bâche et la bâche se retournait. Donc c'était Ah, illisible. C'était illisible. La bâche elle se mettait bien pendant 2 secondes et après avec le vent elle se retournait complètement. On a eu quelques plans ok qui nous ont permis de faire le teasing qu'on espérait. Mais par contre pour notre goal de que les gens se retournent et voient le message, un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Et puis évidemment, lâcher des bâches dans la ville, ça se fait pas comme ça normalement, mais nous, on a décidé que ça se faisait comme ça. Je sais pas si on peut dire ça. On va le dire. Non, installer des bâches de manière définitive, sans autorisation, ce n'est pas autorisé. Lâcher une bâche pendant 5 minutes dans un lieu public. Mais évidemment, on n'a pas eu de chance ce jour-là. Il y avait une énorme manif. Ah oui, c'est Juste vrai. à côté d'un des spots qu'on Qu'on avait avait repéré. repéré. Et donc, évidemment, là, beaucoup de policiers. Donc, on a quand même voulu jouer les bonnes élèves. Et avant de lâcher notre bâche à cet endroit-là, on a été leur demander et on s'est pris un beau non. Non. Pourquoi? Parce que c'est illégal de Parce faire que ça. c'est payant. Tu dois prévenir la ville, etc. à l'avance. Et on a été demandé aux policiers est-ce que vous voulez bien qu'on lâche notre bâche? Et il était là non, vous pouvez pas faire ça, vous avez une autorisation de la ville. On était là non. Bah, il nous a clairement remballé quoi. Et il nous a dit en plus si vous le faites ici, franchement, vous êtes débiles. Le périmètre il était quadrillé par la police. Il y en avait genre 50 dans la zone. Enfin, ça aurait été mort. Donc on a changé d'endroit. On a changé d'endroit qui, au final, était très bien. On était très bien. Et on a eu de la chance parce qu'il y a une école qui est passée à ce moment-là. Ça a fait du monde qui voyait la bâche et sur nos vidéos, c'était très bien. Donc, comme quoi, des fois, il y a un truc qui foire, mais il y a mieux après. Ouais, il fait. faut pas rester frustré en mode ça n'a pas fonctionné, j'arrête. Non, il faut chercher autre chose. Si on veut parler aussi un petit peu de résultats, ça a vraiment trop bien fonctionné parce que du coup, pour revenir sur ce concept de bouche à oreille, donc il y avait ce concept street marketing où vraiment les gens dans la rue faisaient des photos. Bon, il n'y a pas eu 1000 personnes qui ont fait des stories des bâches vu qu'elles n'étaient pas installées définitivement, que c'était vraiment juste 5 minutes, 15 minutes peut-être. Mais par contre, une fois qu'on a lancé sur les réseaux sociaux, on a misé que sur de l'organique et on a eu des vues organiques vraiment super chouettes. Je ne sais plus les chiffres, mais je dirais plus de 40 000, plus de 50 000 même. Alors que sur le les compte premières vidéos. Le compte n'avait pas du tout de
de communauté. Exactement. Et les gens, en fait, le taux de partage était énorme. Mhm. Le taux de commentaires où les gens se taguaient entre potes, etc., était assez conséquent. Donc, on a, je pense, je peux le dire sans trop d'ego, qu'on avait vraiment réussi cette mission de bouche à oreille où les gens, du coup, partageaient le message qu'on voulait. Après, il faut le dire aussi, le produit était très facile. L'arrivée Monoprix Belgique, c'est quelque chose que beaucoup de monde attendait. Et on a vraiment misé là-dessus, mais du coup, on a bien fait de le faire parce que ça a eu de super bons résultats au niveau de l'organique. On n'a pas du tout fait de paid. Parce qu'en fait, on avait créé un compte qui s'appelait Monoprix Belgique et Meta refusait de croire que c'était le vrai Monoprix. Il pensait qu'on usurpait l'identité de la marque, sauf que c'était vraiment Monoprix. Donc on a eu des soucis avec Meta à ce moment-là qui ont fait qu'on a abandonné la partie paid qu'on avait de base prévue, mais comme tu dis, au final, pas de regret, quoi. Mais heureusement que ça s'est bien passé, du coup, au niveau de l'organique, quoi. Moi, j'ai envie d'enchaîner avec le prochain sujet que j'ai adoré aussi. C'est la surprise à l'abonné. Ah C'était ouais. génial. C'était génial. J'avais oublié. Ah, j'ai adoré. Ah, j'ai adoré aussi. C'était Mais génial. ça, je trouve C'était trop que bien fait. c'est trop des actions qui fonctionnent, où on arrive à rebondir sur quelque chose. Oui, parce que Enfin, c'était Non, mais pas le- du tout prévu. pas du tout. Le caractère humain dans cette action et les valeurs familiales de Monoprix, etc., qui ont été mises en avant au travers du contenu qui a été fait, c'était génial. Expliquons ce qui s'est passé. Évidemment, quand on lance Monoprix, on reçoit des centaines de messages de gens, comme tu disais, Claire, qui attendaient avec impatience l'arrivée de l'enseigne en Belgique. Et on reçoit ce message de Joséphine. Tu te souviens de son prénom? Oui, ah, ça m'a marqué vraiment. Qui nous dit je suis la plus grande fan de l'enseigne, je suis trop contente, j'ai trop hâte, je serai la première au magasin, etc. Et là, on se dit bah ok, on va l'inclure dans la campagne. Si c'est la plus grande fan, on va la surprendre. Et là, On va l'inviter à la soirée, surtout. Oui, s'ensuit un gros travail de stalkage. Il y a beaucoup de choses illégales dans cette campagne. Bah, stalker, c'est pas illégal. Ouf, heureusement, sinon je serais mal barre. Et donc, on arrive à contacter son copain qui avait un compte Instagram, je pense, fermé, mais il avait un business. Donc, on a trouvé son numéro de téléphone sur son site web. Enfin, vraiment. Et nos stagiaires étaient aussi très impliqués. J'appelle le gars qui était au ski avec ses potes. Il décroche clairement bourré. C'est pas vrai, je savais pas. On est en train de le tada de ouf, là. Et c'était trop marrant parce que de suite, il a confirmé qu'en effet, sa meuf était hyper fan, qu'elle allait être trop contente, etc. Et donc là, on prend toutes les infos, où est-ce qu'elle travaille, à quelle heure on peut la trouver à son boulot, etc. Le hasard fait qu'elle travaillait à Avenue Louise, donc hyper facile, hyper Mais proche de nous. Et donc, ouais, via son copain, on a son horaire, son lieu de travail. Ça fait peur, hein, dit comme ça. Mais surtout que le mec, il nous a directement fait confiance. On oui. on l'a juste appelé. On l'a juste appelé, en effet. Et en parallèle, évidemment, on confie tout ça à Arnaud et Charlotte et on Ouais. leur explique qu'on a envie d'offrir la box influence en fait à cette Joséphine. Et dans cette box, il y a aussi donc l'invitation à l'événement et ils sont tout de suite partants. Il y a même pas de Mais moi, réflexion. c'est en ça fait. que j'ai adoré. Arnaud, il est arrivé, ce qu'il nous a dit, vous voulez livrer ça quand? Et nous, on voulait aller avec, évidemment, pour faire du contenu, etc. Et il est arrivé en bas du bureau. Il avait son pull Monoprix, il était mais plus que chaud. Il était en mode méga mission. Et surtout que ce genre d'action, c'est vraiment dans l'instant T. Donc on a reçu le message de Joséphine. Il fallait que dans la semaine, on fasse la surprise. Ça doit être très rapide. Et c'est ça qui est gai aussi, c'est que Arnaud et Charlotte, ils prennent vite la mesure de nos idées, je trouve. Et comme tu dis, Arnaud était hyper réactif. 2 jours après, il était en bas du bureau avec son pull Monoprix, avec un caddie Monoprix, avec plein de produits dedans, parce qu'on lui avait dit qu'on allait surprendre Joséphine, mais il fallait un peu un effet d'happening comme ça. Donc on s'est rendus toutes les deux, Clara, avec Arnaud, au bureau de Joséphine. Et Arnaud a joué parfaitement le rôle. Parfaitement. Comme d'habitude. Big up Arnaud. On arrive dans un grand bâtiment où il y a un accueil. Pareil, on fait croire qu'on a rendez-vous avec Joséphine. Enfin, on ment jusqu'au bout, même au concierge du bâtiment. Et on arrive dans son bureau. Pareil, on dit on a rendez-vous avec Joséphine. Oui, et il y a un employé qui va chercher Joséphine qui était en rendez-vous. Elle était en réunion. Oui. Oui. Et puis là, elle est arrivée, elle a rien compris. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Elle était hyper choquée. Et hyper contente. Oui, 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 mais c'était trop marrant, sa réaction. Elle était tellement contente. Et on l'a revue, du coup, à la soirée. Elle était toujours aussi contente. Elle était toujours aussi contente, ravie d'être là. Mais d'ailleurs, je pense que c'est aussi important de dire
là, le client, il joue quand même aussi un rôle énorme Énorme. dans la création de ces campagnes, parce que pour le coup, Arnaud et Charlotte, ils nous font assez confiance. Et surtout, ils nous laissent libres pour faire des choses un peu plus folles que de toujours être braqués dans un marketing traditionnel. Après, je pense que clairement, on vient pas chez Atelier Milky pour faire de la com traditionnelle. Mais pour le coup, ils sont investis aussi. Ils participent aux vidéos. Là, on le voit avec l'action. Le fait que le client soit là lui-même, ça change tout dans l'action aussi. À fond. Et donc ça, c'est aussi quelque chose dans ce projet de manière générale qui est super important et qui change beaucoup de choses dans notre travail au quotidien aussi. Oui, c'est vrai. Ça Je trouve simplifie les mais c'est choses. vrai que c'est un bon équilibre entre ils nous font à 100% confiance et quand on vient avec des projets ou des concepts ou des idées de vidéos un peu loufoques, ils sont toujours là. Ok, si vous pensez que c'est une bonne idée, on le fait, on y va à fond. On a fait aussi une campagne de Noël, etc. À chaque fois, ils sont à 100% en soutien, on va dire, à ce qu'on va proposer. Et d'un autre côté, ils sont aussi impliqués. Et ça, c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir vraiment les deux côtés. Ils nous font confiance et ils nous délèguent en disant, bah voilà, on vous laisse faire ce que vous devez faire. Mais d'un autre côté, ils sont là si on a besoin d'eux et ils sont là pour jouer le jeu aussi avec nous, quoi. Donc ça, franchement, c'est génial. Et sans être en mode pression, parce que clairement, quand on est dans une agence créative, on va tester quand même beaucoup de choses. Tout ne fonctionne pas, hein, soyons honnêtes, dans les formats, etc. Surtout quand on lance un nouveau compte, on doit un peu trouver l'identité créative, on va dire, qui fonctionne. À ce niveau-là, ils nous ont toujours fait confiance, quoi. Et sans nous foutre la pression, en mode, là, vous avez fait cette idée, elle a moins bien fonctionné que l'idée d'avant, catastrophe, quoi. La soirée d'inauguration en tant que telle, comme tu l'as dit Clara, nous on avait la gestion influence sur place. C'était une autre agence qui gérait l'organisation de l'événement. On s'occupait d'accueillir les influenceurs et d'accueillir les personnes qu'on avait nous invitées à l'événement. Ça s'est hyper bien passé et c'est toujours chouette. Enfin ça, je trouve que c'est vraiment un point aussi important de manière plus générale. Quand on organise des campagnes d'influence, on va pas forcément rencontrer les influenceurs. Et ce côté relationnel est quand même, je trouve, hyper important dans le développement de campagne, que ce soit pour ce client-là ou pour d'autres clients. Et donc le fait d'avoir cet événement d'inauguration, c'était aussi l'occasion pour nous de les rencontrer, d'échanger avec eux, de parler avec eux. Et le souvenir que j'en ai, c'est que tout le monde était de méga bonne humeur, tout le monde était trop content d'être là, de découvrir le magasin. Il y avait il y avait une dynamique hyper positive. Et moi, j'étais juste contente de soit revoir des têtes ou rencontrer en vrai aussi des personnes avec qui j'échangeais depuis limite des mois, mais que j'avais jamais vu en vrai. Il y avait une méga bonne osmose entre la presse et l'influence. Il faisait beau. Si, moi, je me souviens qu'il y avait vraiment les rayons du soleil qui rentraient dans le magasin en fin d'après-midi. Et moi, j'étais aussi étonnée de l'heure jusqu'à quand les gens sont restés. Après, ils avaient prévu aussi cocktails, etc. Je trouve que ce qui était gai aussi, et ça se ressentait, c'est que Charlotte et Arnaud, ils avaient ce projet de Monoprix déjà depuis plusieurs années. Et que là, c'était vraiment l'aboutissement. Et donc, ils avaient aussi invité leurs proches. Il y avait aussi, évidemment, les cadres de Monoprix France. Donc, il y avait vraiment ce côté, aboutissement de projet qui était aussi trop gai. Et il y avait il y avait quelque chose à fêter vraiment, quoi. Je trouve que aussi, on parlait un peu de concrétisation de projet. Cette soirée, ça a aussi été pour nous le lancement. C'était là qu'on commençait. On avait fait des posts comme on avait parlé avec les bâches, etc. Mais le fait d'être dans le magasin, parce qu'on avait été faire des photos le matin, justement pour un peu immortaliser le magasin parfaitement rangé avant toute ouverture. Et on a directement été aussi le lendemain matin à 8h, si je me souviens bien, hyper tôt pour l'ouverture et filmer les premiers clients. Et je trouve que cette soirée d'inauguration a vraiment été le lancement aussi de notre implication et du projet. C'était vraiment le coup d'envoi, quoi. Oui, pour revenir aussi sur le côté familial, je pense que la soirée, elle a matérialisé un peu cette volonté qu'ils avaient. C'est un projet familial. Ils cherchaient une agence à taille humaine avec une équipe un peu familiale, même si j'aime pas qu'on dise qu'on est une famille. Je vous adore, hein. Mais je veux dire, j'aime pas ce terme, ça fait un peu... je le range avec girl boss. Et je trouvais que du coup, la soirée, c'était vraiment ça. J'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas aussi. Tout le monde était ouvert pour discuter les uns avec les autres. C'était très, très agréable. Et je rebondis du coup sur ça pour arriver un peu au dernier point de la petite liste que j'avais notée. C'est que les campagnes qui ont autant d'ampleur, moi, j'adore ces moments-là à l'agence parce que c'est des projets qui nécessitent toute l'équipe. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est vraiment tous dans une intensité, entre guillemets, parce qu'au moment où ça se lance, même si on a d'autres clients, on est tous vraiment focus sur cette campagne-là et ce client-là. Et moi, j'ai vraiment ressenti pendant plusieurs semaines, je dormais Monoprix, je mangeais Monoprix, je respirais Monoprix, mais c'est trop gai parce que toute l'équipe est dans ce mood-là. Et voilà, je sais pas, j'adore ces moments-là. Je suis d'accord avec cette idée d'être vraiment ensemble là-dessus et je trouve que c'est un peu aussi ce qu'on a comme ambiance quand on part avec notre voyage annuel, qu'on part créer du contenu à l'étranger. On est un peu dans cette espèce de bulle et ça fait...
faire ça tout le temps, ça serait impossible. Mais une fois de temps en temps, je trouve que ça rebooste de ouf. Et ça montre aussi qu'on fonctionne ensemble, même d'un point de vue créa. Je trouve que t'arrives, quand t'es vraiment sur un projet où t'es dans cette petite bulle, t'as souvent des idées aussi qui vont venir. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et comme tu dis, le faire tout le temps, toute l'année, c'est pas possible. Mais je me souviens qu'il y avait la soirée d'inauguration qui a duré évidemment très tard. Je sais pas à quelle heure on avait quitté, mais il était au moins passé minuit. Et le lendemain, on allait shooter avec Tess, sauf que Monoprix, en fait, ça ouvre à 8h. Et on voulait filmer les premiers clients, comme tu le disais. Donc en fait, on a quitté le magasin, il était minuit passé. Et le lendemain, on se réveille à 6h pour être les premières en boutique. Donc oui, il y a vraiment ce truc d'intensité que moi j'adore, parce qu'on sait aussi que c'est à court terme. Donc voilà. Je voulais aussi parler d'un sujet qu'on a déjà un peu abordé, c'est la liberté créative avec ce genre de clients. Comme on l'a dit dès le début, on a senti que Charlotte et Arnaud nous faisaient vraiment confiance et qu'on pouvait prendre un peu les directions qu'on voulait, tant que nous, on y croyait et que ça faisait sens par rapport à la stratégie qu'on avait mis en place. Et donc, je voulais aborder cette liberté créative et le fait qu'ici, malgré qu'on devait évidemment respecter les codes de Monoprix qui sont déjà bien ancrés, on avait vraiment page blanche pour ce client. Donc voilà, je voulais un peu aborder ce sujet-là. Je pense que ça dépend évidemment énormément de la confiance que le client nous accorde. Quand on travaille avec un client sur le long terme, où on sait qu'on va devoir prendre en charge une grosse partie de ses réseaux ou voire la gestion totale de ses réseaux comme ce qui se passe avec Monoprix, on fait toujours une recherche créative pour savoir la direction dans laquelle on va aller. Déjà, à ce moment-là, je me souviens que quand on a présenté les formats qu'on voulait faire, la gestion des comptes qu'on voulait avoir, la direction artistique qu'on voulait proposer aux comptes, je me souviens qu'ils étaient partants pour tout. La réunion, on s'attendait à avoir devoir un peu défendre nos idées et vraiment être un peu plus dans la négociation entre guillemets, mais au final en fait ils étaient là, oui on adore, ça ok. Et je sais aussi, ça c'était le premier point, et moi je me souviens aussi qu'on a eu des calls avec Monoprix France, et moi j'avoue que ça m'a fait un peu peur quand on a eu les premiers calls avec eux, parce que clairement c'est pas du tout la même structure. Eux ils sont des centaines à bosser sur la communication, parce qu'ils vont gérer tous les Monoprix France, mais ils vont gérer surtout la communication de Monoprix France. Nous on devait gérer celle de la Belgique, mais c'est évidemment pas du tout le même marché. Mais quand on a eu les premiers calls avec les équipes de Monoprix, et quand je voyais à quel point c'était cadré, là je me suis dit, je sais pas si tu te souviens quand on a eu ces calls, mais je me suis dit, waouh, là ça va être... En fait, on pensait partir dans un délire et faire notre popote et pouvoir avoir notre créa, etc. J'ai un peu eu ce coup de peur parce que j'avais pas l'impression qu'on allait pouvoir le faire. Parce qu'en fait, Monoprix France, et Monoprix de manière générale, ça va être des calendriers marketing qui vont être hyper définis, il y a des DA super définis, ils vont faire du contenu aussi en interne pour la partie mode, maison, etc. Je me suis dit, on va devoir en fait juste faire du posting. J'ai vraiment eu cette impression-là. Moi aussi. Et au final, Charlotte et Arnaud ont été hyper... je trouve qu'ils ont compris un peu la situation en nous rassurant, entre guillemets. Oui, c'est ça, rassurant. Et en nous disant, en fait, nous, on vous a engagé pour que vous soyez créative, pour le travail que vous faites pour d'autres clients, et on veut que vous fassiez la même chose pour nous. Donc, ne vous stressez pas avec ces trucs de calendrier, etc. Faites comme vous le sentez. Mm-hmm. Et nous, on est là pour, de toute façon, chapeauter ça et vous défendre, entre guillemets, par rapport à ce que Monoprix France va vous envoyer ou envoyer comme guidelines. Et je trouve que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, ok, en fait, on fait ce qu'on sait faire. Et au final, il n'y a jamais eu de souci, quoi. Et au final, il n'y a jamais eu de problème. Que du contraire, ils sont ravis. Le contraire, même parce que ça m'a fait hyper plaisir. On en a parlé à Noël aussi avec eux, qu'au final, ils ont des retours de Monoprix France hyper positifs par rapport à la communication qu'on va faire et qui disent qu'en fait, c'est exactement ce qu'ils veulent sur Monoprix. Donc ça, mais quel est le plus beau compliment que d'avoir ça ? Oui, vraiment. Vraiment. En fait, c'est un tout pour moi. C'est avoir confiance en ce qu'on va pouvoir faire et produire et se dire que ce qu'on va produire est assez créatif, assez stratégique et va répondre aux objectifs du client. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir un client qui soit là-dedans, qui soit là pour nous défendre, entre guillemets. Mais donc là, franchement, le combo, il était parfait, quoi. Et un client qui ose aussi. Parce que clairement, il faut oser quand même aller un peu à l'encontre de ce qu'une énorme boîte fait aussi. Après, ils ont plus de liberté, je pense, en Belgique que peut l'avoir en franchise en France, mais clairement il faut oser. C'est vrai qu'on a quand même fait faire à Charlotte, directrice Monoprix Belgique, un cumulé dans le magasin pour un contenu Instagram. C'était sûr ça. Mais le pire c'est que quand on lui propose ça, c'est oui d'emblée, quoi. Il y a même pas
pas une seconde de réflexion, c'est oui, c'est bon, je le fais. Je pense qu'ils sont tellement aussi convaincus par le projet et à fond dans le projet que, tu vois, ça fait aussi la différence. On en vient à un point aussi qui est hyper important, donc ils nous font vraiment confiance et ça joue aussi beaucoup du coup sur notre créativité. Mais on l'a vu dernièrement, l'implication des équipes, parce qu'il faut quand même dire que Arnaud et Charlotte ne sont pas du tout digitaux. Ils ont mis TikTok parce qu'on leur a dit on va faire un compte TikTok pour Monoprix, donc pour quand même voir ce qui s'y passe. Pareil, je pense que Charlotte, elle a un peu réactivé son compte Instagram pour nous mettre des petits likes et des petits commentaires sur Monoprix. Mais ils sont pas du tout digitaux. Leurs équipes non plus. On est beaucoup en contact avec Benjamin et Anaïs. Pareil, qui, je pense, ils ont des comptes Instagram privés, mais ils sont pas plus connectés que ça. Et pourtant, une fois qu'ils sentent qu'on a besoin d'eux pour un contenu, ils sont à fond dedans. Ils posent pas plus de questions. Ils y vont, ils s'impliquent et c'est trop gai parce que ça joue à fond sur les résultats. On l'a vu avec la tendance Franuit. On leur a conseillé de se procurer les Franuit et c'est parti, mais c'est parti en live. Ah, carrément. Et là, on a impliqué Benjamin dans les contenus. Et puis, ce qui est trop gai aussi, c'est que la création de contenu, c'est pas du tout leur univers. Et pourtant, un jour soir, à 21h, on reçoit une vidéo d'Arnaud qui fait des Franuit maison chez lui parce qu'il y a plus de stock en magasin. Et c'est exceptionnel. Et ça a marché de ouf. Et ça a marché de ouf. Ça a buzzé, mais on n'y croyait pas. Mais je pense que c'est, tu vois, les marqueurs, ils sont là aussi. C'est de nouveau, en fait, on retombe sur la même chose. Ils sont impliqués. On est en mode une seule équipe au final, parce que on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange tout le temps. Enfin, on va échanger vraiment hyper régulièrement. Ils nous envoient des news par rapport au magasin, on leur envoie des news par rapport au réseau. Et je pense que c'est aussi cette synergie entre nos deux teams qui fait que ça fonctionne comme ça aussi. Oui, c'est un bon match. Et c'est vrai que avec nos clients, c'est beaucoup de contacts digitaux. Mais quand on se réunit, comme par exemple cette année à Noël, on se rend compte que le match, il est parfait, même humainement, en fait. Donc c'est trop gai. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que vraiment, c'est un projet qui me plaît de ouf. Ouais. Et il y a tellement de choses à faire. Après, je pense aussi que la variété du produit d'un hypermarché, je pense que c'est comme ça qu'on dit, ça permet tellement de mélange d'univers, de croisement, de sujets. Et ça permet vraiment d'être créatif. On n'est pas sur quelque chose de monoproduit où, clairement, il faut être créatif et limite encore plus quand on n'a qu'un seul produit. Mais là, on peut s'amuser. Social Kit, c'est un peu le terrain de jeu, mais genre Monoprix, c'est notre terrain de jeu aussi, oui, tu vois. Clairement. Ça, c'est sûr. Et surtout, avoir des gens qui jouent avec nous. Carrément, on adore jouer. On adore jouer. Mais pareil, j'ai l'impression que c'est un peu aussi un effet boule de neige où qu'au début, il y avait juste Charlotte et Arnaud qui jouaient le jeu. Et là, maintenant, mais comme tu disais, il y a Anaïs et Benjamin qui sont là aussi, mais on a Eric qui fait tous nos contenus. Et du coup, ça, je trouve ça cool parce que ça donne de plus en plus d'idées aussi. Et tu vois vraiment que les gens s'impliquent dans le projet. En fait, c'est ça aussi, je pense, le secret, c'est être impliqué dans le projet, y croire et tenter plein de trucs. Et de l'humain. Parce qu'on parle tout le temps d'humain sur les réseaux sociaux. Là, on le voit dans tout ce qu'on a dit, il y a de l'humain en offline. Clairement, dans la manière dont on travaille, ça va être des échanges. Plusieurs personnes qui travaillent sur les projets, donc plusieurs cerveaux pour trouver des idées. Puis après, ça va être juste principalement de l'humain dans le contenu aussi. Ça, c'est super important. C'est vrai que quand on a lancé le compte, on était convaincus par le fait qu'il fallait de l'humain. Donc on avait cherché des égéries et on travaillait avec des égéries. Et puis finalement, en cours de projet, on rebondit complètement parce qu'on se rend compte que les humains que les gens veulent voir, c'est les employés en fait. Et on se rend compte qu'il y en a quelques-uns qui sont hyper chauds de faire partie, comme tu dis, du jeu. Et là, maintenant, on a intégré Eric qui est le boucher de Monoprix dans les contenus et ça marche bien et il s'éclate et nous on s'éclate. Enfin, je pense que tout le monde est content dans l'histoire, quoi. À fond. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci les filles pour cet échange. C'est toujours intéressant, je trouve, de refaire un peu le point avec beaucoup de recul parce que même si on fait des reportings pour les clients, on prend pas souvent le temps de se poser et de vraiment revenir en arrière, de revoir un peu ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Donc c'était l'occasion de le faire pour Monoprix et c'était trop gai de faire ça ensemble. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Social Kids. Ciao. Bisous.